Salam alaikum. Donc, je vous donne ici la solution de la première série de travaux dirigés consacrés au rappel mathématique. Le premier exercice, écrire les équations aux dimensions des grandeurs suivantes. Le moment d'inertie, la quantité de mouvement, le moment cinétique, le travail et l'énergie, le joule, la résistance électrique, l'ohm et l'induction magnétique, le Tesla. Alors, solution de l'exercice 1. La dimension de la grandeur physique, moment d'inertie. Donc le moment d'inertie est une propriété de la géométrie d'un solide qui se calcule en faisant une intégrale. Le I par rapport à un axe delta, le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe delta est égal à l'intégrale de R au carré dm. On prend un élément de masse dm et on prend sa distance jusqu'à l'origine du repère au carré. Donc le signe intégral ici est une sommation. Donc la dimension de I du moment d'inertie, c'est la dimension de l'intégrand, de la partie qui se trouve sous le signe intégral. Donc ici, nous avons des mètres carrés par une masse, des distances au carré par une masse des kilogrammes. Donc, la dimension du moment d'inertie, c'est la dimension de R au carré dm, c'est la dimension de R au carré par la dimension de dm. Ici, c'est des distances au carré, donc c'est L au carré. Ici, c'est des masse. Donc on dit, c'est ml carré. On dit que la dimension du moment d'inertie est une masse multipliée par le carré d'une longueur. Dimension de la grandeur physique, quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement est une grandeur physique qu'on va rencontrer en dynamique. Si on a un point matériel de masse m et qui est en mouvement à une vitesse v, quand v est un vecteur, donc la quantité de mouvement est un vecteur. Donc la quantité de mouvement qui met le haraka, c'est mv. Donc la dimension de P, c'est la dimension de mv. C'est la dimension de m que multiplie la dimension de v. La dimension de les unités de m, c'est des kilogrammes. Et v, c'est une vitesse, donc c'est des mètres par seconde ou bien mètres seconde moins 1. Et ça, donc la dimension de la masse, c'est des m. Et la dimension de la vitesse, c'est L, distance, t à la puissance moins 1. C'est une distance par une durée de temps. La dimension de la quantité de mouvement est une masse multipliée par une longueur divisée par une durée de temps ou bien divisée par du temps simplement. Dimension de la grandeur physique moment cinétique. Donc le moment cinétique est une propriété dynamique du point matériel. Donc quand un point matériel a une quantité de mouvement P qui est égale à mv, donc on peut calculer son moment cinétique par rapport à un autre point en utilisant la distance ou bien le rayon qui le sépare de ce point-là. Et le moment cinétique, L, c'est R, la distance entre le point et le point matériel, vectoriel, P, la quantité de mouvement. Donc la dimension de L, du moment cinétique, c'est la dimension d'une distance que multiplie une masse que multiplie une vitesse. Voilà, mRV. Donc, c'est des kilogrammes. C'est la dimension d'une masse que multiplie la dimension d'une distance, c'est des mètres que multiplie la dimension d'une vitesse. Donc, ça fait masse, longueur au carré par une durée de temps, divisé par une durée de temps. La dimension du moment cinétique est une masse multipliée par une longueur au carré, divisé par une durée de temps. Dimension de la grandeur physique travail. Donc le travail se calcule par un produit scalaire. C'est l'intégrale d'une force par une distance. Alors les dimensions du travail, c'est les dimensions d'une force multipliées par les dimensions d'une distance. Donc W est égal à FdR. Donc la force, c'est des newtons. La distance, c'est des mètres. Les newtons, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. Donc en résultat, nous aurons des masses par des longueurs au carré par du temps au carré. Donc nous allons dire que la dimension du travail ou bien de l'énergie, c'est des masses par une distance au carré divisée, multipliée par une distance au carré divisée par une durée de temps au carré. Dimension de la grandeur physique, résistance électrique. La résistance électrique, les unités, c'est l'ohm. L'ohm, c'est des volts par ampère. Nous avons déjà vu en cours que le volt, c'était des watts par ampère. Les watts, c'est un travail
par unité de temps, donc c'est des newtons-mètres par seconde. Donc le volt, c'est la dimension d'un travail, c'est le newton-mètre, que divise la dimension d'ampères par seconde. Ça fait des kilogrammes mètres carrés par ampère seconde au cube. N'oubliez pas que le newton, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. Donc les dimensions, le volt a une dimension d'une masse multipliée par une longueur au carré, divisé par du temps à la puissance 3, divisé par une intensité du courant électrique. Donc l'ohm, qui est l'unité de mesure de la résistance électrique, c'est la dimension des volts par ampère. Donc c'est des masses multipliées par une longueur au carré, divisé par du temps à la puissance 3, divisé par une intensité de courant au carré. Dimension de la grandeur physique induction magnétique. F est égal des volts par du temps que divise une surface, des mètres carrés. Donc la dimension de l'induction magnétique, c'est la dimension des volts que multiplie la dimension du temps que divise la dimension une distance au carré. Donc est égal, la dimension du volt, on a déjà vu ça, c'est mL2t-3i-1, que multiplie un temps que divise une distance au carré. Donc le résultat, c'est mt-2l-1. Donc l'induction magnétique a une dimension d'une masse divisée par une durée de temps au carré, divisée par une intensité du courant. Exercice numéro 2. L'expression donnant le module de la force d'attraction entre deux points matériels de masse M1 et M2 est séparée par une distance R et donnée par la loi de Newton. Ça, c'est la loi de gravitation de Newton. Donc, la force d'attraction entre deux masses ponctuelles M1 et M2 est égale à G, la constante de gravitation, que multiplie la première masse, que multiplie la deuxième masse, divisé par la distance entre les deux masses au carré. Deuxièmement, l'expression donnant la loi de la force entre deux charges électriques Q1 et Q2 séparées par une distance R est donnée par la loi de Coulomb. Donc, il y a une similitude entre la loi de Coulomb et la loi de Newton. F, la force électrique, est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R au carré. On nous demande de donner les dimensions de la constante de gravitation G et de la permittivité epsilon 0. Commençons par la constante de la gravitation. Donc, la loi de la gravitation de Newton, Fg, est égale à G m1m2 sur R au carré. La constante de la gravitation G est égale à Fg R au carré sur m1m2. Donc, la dimension de G, c'est la dimension d'une force que multiplie la dimension de R au carré sur la dimension de M au carré, masse au carré. La dimension de la force, c'est 10 kg mètres par seconde carré. Nous avons multiplié par des distances au carré divisé par des masses au carré. Donc, au résultat, nous aurons la dimension de G, c'est masse à la puissance moins 1 fois une distance au cube que divise du temps au carré. Loi de Coulomb. La force électrique d'attraction électrique entre deux charges électriques, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R au carré. La permittivité epsilon 0 est égale à 1 sur 4 pi Fe Q1 Q2 sur R au carré. Donc la dimension de epsilon 0, c'est la dimension de Q au carré, Q1 Q2, que divise la dimension de 4 pi. 4pi est une constante, donc sa dimension c'est 1, que divise la dimension de F, qui est une force, que divise la dimension d'une distance au carré. Donc est égal à Q au carré, c'est des ampères secondes. Donc la dimension d'une intensité de courant par du temps que divise la dimension d'une force, que divise la dimension d'une surface, S au carré. Donc, M au carré, pardon. Donc, est égal à M moins 1, L moins 3. Donc, nous avons ici masse fois masse au carré, ça fait distance par distance au carré, ça fait L3, L moins 3. T4, puisque nous avons ici des secondes au carré et ici des secondes moins 2, donc on fait monter le moins 2, ça fait T à la puissance 4. Intensité de courant au carré. Donc la dimension de la permittivité, c'est une masse à la puissance moins 1 que multiplie une distance à la puissance moins 3
que multiplie une durée de temps à la puissance 4, que multiplie une intensité de courant à la puissance 2. Exercice numéro 3. L'expérience a montré que la force subie par une sphère immergée dans un fluide dépend du coefficient de la viscosité état du fluide, du rayon R de la sphère, de la vitesse relative V. Ça veut dire ça c'est une expérience. On plonge une sphère dans un fluide et on montre que la force de frottement produite par le fluide sur la sphère est une force qui dépend, qui est proportionnelle à état, donc le coefficient de viscosité, au rayon de la sphère R et à la vitesse relative V. Donc ici nous avons une vitesse, une distance et un coefficient. Les dimensions du coefficient sont m, l-1, t-1. Et on nous demande de calculer, trouver l'expression de cette force en supposant qu'elle est donnée par l'expression K, état x, r, y, v, z. Donc x, y, z, c'est des coefficients à retrouver. K est un coefficient sans dimension, donc sa dimension c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la force subie par une sphère immergée F, la force c'est des newtons, qui est égale à K, état x, r, y, v, z. Donc K est sans dimension. Donc on va maintenant poser les équations dimension à gauche et à droite. Commençons par la partie de droite. À droite, nous avons K, état x, r, y, v, z. C'est la dimension de K, c'est 1, que multiplier la dimension de état x, donc c'est la dimension de état à la puissance x, que multiplier la dimension de ry, c'est la dimension de r à la puissance y, que multiplier la dimension de v à la puissance z. Donc K, la dimension c'est 1, état x, c'est m, l-1, t-1 à la puissance x. Là, nous avons des longueurs à la puissance y. Et là, nous avons une vitesse, c'est des mètres par seconde, lt-1 à la puissance z. Donc, on va rassembler les termes de même dimension. Donc, nous avons m à la puissance x, l à la puissance moins x, plus y, moins z. Moins x plus y, plus z, pardon. Moins x, plus y, plus z. Et nous avons t, donc nous avons t ici à la puissance moins x et t à la puissance moins z. Donc t à la puissance moins x moins z. Donc ça c'est la partie de droite. La partie de gauche c'est une force. Donc c'est des masses par longueur par t-2. Donc les dimensions de la partie gauche et droite doivent être égales. Donc nous avons mlt-2 pour la force qui doit être égale à la partie de droite qui est mxl moins x plus y plus z t moins x moins z. Donc on va comparer les coefficients. Donc m, ici nous avons un coefficient de 1, donc x est égal à 1 automatiquement. Ici nous avons l à la puissance 1 et ici nous avons moins x plus y plus z. Donc ce terme-là doit être égal à 1. Et en dernier, t moins 2 doit être, la puissance moins 2 doit être égale à moins x moins z. Donc déjà x est égal à 1, donc z est égal à 1, nous avons moins 2. Et quand on met x égale à 1, y est égal à 1, nous trouvons que z égale à 1. Donc à la fin, nous avons x égale à 1, y égale à 1 et z égale à 1. Donc la force de frottement exercée par un fluide sur une sphère de rayon R, F, est égale à K, une constante, que multiplie état, que multiplie R, que multiplie V, puisque les trois coefficients sont égaux à 1. Exercice numéro 4. Donnez dans chaque cas le nombre de chiffres significatifs. Alors, et la deuxième partie, donnez dans chaque cas l'écriture scientifique des nombres suivants. Donc ici, on nous demande les chiffres significatifs d'un nombre, et ici, on nous demande l'écriture scientifique. Alors, première partie. Le nombre de chiffres significatifs indique la précision d'une mesure physique. Il s'agit des chiffres connus avec certitude plus le premier chiffre incertain. Le premier chiffre incertain, par exemple ici, nous avons le résultat 3,14. Ça veut dire que le 3 et le 1, c'est des chiffres certains et l'erreur touche le chiffre 4. C'est le premier chiffre incertain. Ici aussi, nous avons 0.068. Ça veut dire que le 6 est un chiffre certain. Le 8 est un chiffre entaché d'erreur. Donc, ça ne sert à rien d'ajouter des chiffres après le 8, puisque déjà le 8, il est incertain. Donc, ce qui nous permet de conclure. 2016, nous avons 4 chiffres significatifs.
8,70, nous avons trois chiffres significatifs parce que le 0 a une signification ici. Ça veut dire que le 0, c'est le premier chiffre incertain. Le 7 est un chiffre certain. 3,04, nous avons trois chiffres significatifs. 3,14, nous avons trois chiffres significatifs. 0,068, nous avons deux chiffres significatifs, le 6 et le 8. Parce que les zéros à droite, à gauche, pardon, les zéros à gauche du nombre n'ont pas de signification. Le 0,068, on peut l'écrire comme 6,8 à la puissance 10 moins 2. Donc à la fin, il ne restera que deux chiffres qui ont une signification. Le 387, nous avons trois chiffres significatifs et 2040, quatre chiffres significatifs. Donc, rappelez-vous, les chiffres significatifs, c'est les chiffres certains, connus avec certitude. En plus, le premier chiffre incertain, qui est entaché d'erreur. La notation scientifique. La notation scientifique sert à présenter les nombres décimaux. Elle consiste à exprimer le nombre sous la forme plus ou moins A fois 10 à la puissance n. Plus ou moins est appelé le signe. A est un nombre décimal dans l'intervalle 1 fermé 10 ouvert. Donc le A, il peut prendre la valeur 1, mais il ne peut pas prendre la valeur 10. Donc il peut prendre juste la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, appelée la mantis. Et n est un entier relatif appelé l'exposant. Il n'y a donc qu'un seul chiffre non nul à gauche de la virgule, puis un nombre variable de décimales. Par exemple, 1156. Donc on garde le 1, 1.156 fois 10 à la puissance 3. 21.8, ça fait 2.18 fois 10. 0.0068, ça fait 6.8, 10 moins 3. 27.635, ça fait 2.7635, 10 moins 1. 0.219 est égal à 2.19, 10 moins 1. 137, c'est 1.37 fois 10 plus au carré. Et 1 million, ça fait 10 puissance 6. Passons maintenant à la partie analyse vectorielle. Exercice 5. Soit deux vecteurs A et B dans un repère R doté d'une base orthonormée OIJK, voire figure. Donc nous avons un repère X, Y, le Z il est sortant. Et ce repère-là est doté d'une base IJK. Donc nous avons dans ce repère-là deux vecteurs A et B. Le vecteur A, il a pour module 5 cm. Il fait un angle de pi sur 4, 45 degrés avec l'axe des X. Et le B, il a comme module 4 cm et il fait un angle de pi sur 6, 30 degrés avec l'axe des X. Déterminer les composantes des deux vecteurs, premièrement. Deuxièmement, déterminer la résultante C égale A plus B, le produit scalaire S de A par B et le produit vectoriel W A produit vectoriel B. Première partie. Donc les données sont le module de A 5 cm et le module de B 4 cm. Composantes des deux vecteurs. Donc je veux calculer les composantes des deux vecteurs. Je prends le vecteur OA ou bien le vecteur A. Donc je sais que vous avez l'habitude de déterminer les composantes en utilisant le cosinus pour avoir la projection sur X. Ensuite vous utilisez le sinus pour avoir la projection avec Y. Mais maintenant on va faire ça avec le produit scalaire. Donc le produit scalaire, c'est plus simple. Donc je vois que le vecteur A fait avec le vecteur I un angle de pi sur 4. Donc pour avoir la projection de A sur l'axe OX qui a pour vecteur unitaire I, il suffit de faire le produit scalaire de A par I. Donc AX qui est la projection de A sur l'axe OX qui est égal à A vecteur scalaire I vecteur est égal le module de A. Comme le module de I c'est 1, donc il est neutre, cosinus pi sur 4 ou bien 45 degrés. Donc A, son module c'est 5, cosinus pi sur 4 c'est 0,707, donc ça me donne 3,53 cm. La même chose, AY est égal à scalaire J. Je viens ici et je vois que entre A et J, il y a aussi pi sur 4, 45 degrés. Donc, A scalaire J est égal à cosinus pi sur 4 égale 5 fois 0,707, 3,53. Donc les composantes du vecteur A, c'est 3,53 sur l'axe
cm sur l'axe des X et 3,53 cm sur l'axe des Y. Maintenant, le vecteur B. Le vecteur B fait avec l'axe OX un angle de 30 degrés, pi sur 6. Donc, BX égale B scalaire I est égal à B cosinus 30 degrés est égal à 4, le module de B, que multiplie 0,866, c'est le cosinus 30 degrés, est égal à 3,46 cm. Donc là, il faut faire attention quand vous utilisez la calculatrice. Si vous utilisez pi sur 6, il faut régler la calculatrice sur radian. Sinon, si vous utilisez les degrés, il faut mettre directement 30 degrés. La composante BY est égale à B scalaire J. On regarde ici, donc entre B et le J, l'angle c'est tout ça. Donc tout ça, c'est quoi? C'est pi sur 6 plus 90 degrés. Ça fait 90 plus 30, ça fait 120. 120 degrés, ça fait 2 pi sur 3. Donc BY égale B scalaire J est égal module de B fois cosinus 2 pi sur 3 ou bien 120 degrés quand vous voulez. Donc est égal à K scalaire. Donc le cosinus de 2 pi sur 3, il est négatif, regardez. Donc si vous prenez la calculatrice, vous prenez cosinus 120 degrés, vous trouvez moins 0,5. Donc le résultat c'est moins 2. Donc les composantes, le vecteur B, s'écrit 3,46 cm sur l'axe des I, moins 2 cm sur l'axe des J. Calcul de la résultante, C égale A plus B. Donc je dispose le vecteur A, je dispose le vecteur B et je fais la somme terme à terme. 3,53 plus 3,46 sur l'axe des X, ça donne 6,99. 3,53 moins 2, ça fait 1,53 sur l'axe des J. Donc les composantes de la résultante C, c'est 6,99 I plus 1,53 J. Et je peux dessiner la résultante en utilisant la méthode du parallélogramme. Voilà. Calcul du produit scalaire A scalaire B. Donc je dispose le vecteur A scalaire le vecteur B, je multiplie terme à terme. Ça fait 3,53 que multiplie 3,46 plus 3,53 que multiplie moins 2, ça fait moins 3,53 fois 2. Et le résultat c'est 15,15 cm² puisque je multiplie des centimètres par des centimètres. Calcul du produit vectoriel W égale à A vectoriel B. Donc je dispose le vecteur A, je dispose le vecteur B et je fais le produit vectoriel. Donc je commence par l'axe sur l'axe des X, je travaille sur I, donc c'est 0. Je vais vers J, c'est 0. Donc sur K, j'ai 3,53 qui multiplie moins 2, moins 3,53 qui multiplie 3,46. Ça fait moins 19,27 sur l'axe K. Donc W est sur l'axe Z dans le sens négatif. Je vous laisse les exercices 6 et 7 à remettre par mail. Donc vous faites la solution des exercices 6 et 7 et vous me l'envoyez par mail. Le dernier délai c'est le 31 décembre 2020 sur l'adresse mail physique1gpp@gmail.com. Exercice 8. Trouvez l'aire c'est le misaha, la surface d'un triangle de sommet A, B et C. On vous donne 3 points avec leurs coordonnées, ihdafiyat. Mais on peut utiliser ces coordonnées comme composante du vecteur OA. Ça veut dire si je relie le vecteur OA, le point O au point A, donc j'aurai le vecteur OA. Et le vecteur OA, il aura pour composante 2i moins 3j plus k. Donc les composantes d'un point, les coordonnées d'un point sont elles-mêmes les composantes du vecteur constitué par le point. Donc pour calculer l'aire, le misaha du triangle ABC, donc je sais, d'après le cours, on a vu en cours qu'en faisant le produit vectoriel, si je prends deux côtés du triangle et je fais le produit vectoriel, je trouve la surface du losange. Donc pour avoir la surface du triangle, il suffit juste de diviser le module du produit vectoriel par 2. Donc je prends deux côtés, je fais leur produit vectoriel, je prends le module du produit vectoriel et je divise par 2. Commençons, je vais prendre moi les côtés AB et AC. Je vais constituer les vecteurs AB, AC. Donc le vecteur AB c'est OB moins OA. Donc OB c'est I1 moins 1, 2.
et OA c'est 2, 3, moins 3, 1. Le résultat, ça fait AB, c'est moins 1, 2 et 1. Le vecteur AC, c'est OC moins OA, est égal. OC, c'est moins 1, 2, 3. OA, c'est 2 moins 3, 1. Le résultat, ça fait moins 3 plus 5 plus 2. Donc, j'ai les deux vecteurs. Je fais le produit vecteur. Donc, l'aire du triangle ABC est égal à la moitié du module du produit vectoriel AB par AC. AB par AC, je dispose les deux vecteurs. Donc, moins 1, 2, 1. AB, AC, moins 3, 5, 2. Je fais le produit vectoriel. Donc, sur l'axe des I, j'ai 2 fois 2, 4, moins 5, ça fait moins 1. Sur l'axe des J, je fais moins 3. Moins 2, ça fait plus 2. Ça fait moins 1. Sur l'axe K, j'ai moins 5 plus. Donc, j'ai moins 5 plus 6. Ça fait plus 1. Donc, ça fait le produit vectoriel, c'est moins 1, 1. Le module du produit vectoriel, c'est racine de 3. Donc, S, c'est racine de 3 sur 2. La surface de ce triangle-là, c'est racine 3 sur 2. On n'a pas d'unité parce qu'on ne nous a pas dit si les coordonnées ici, c'était des mètres ou bien des centimètres ou des millimètres. Donc, c'est sans unité. Exercice numéro 9. Soit les trois vecteurs A est égal à 3i moins 2j, le vecteur B est égal à 2i plus 3j et le vecteur C égale moins 4k. Montrez que les trois vecteurs sont perpendiculaires. Ça veut dire que A est perpendiculaire à B et en même temps B est perpendiculaire à C. Calculez la surface du parallélogramme mutawazil al-adla formé par les vecteurs A et B. Que représente le produit mixte A vectoriel B scalaire C? Solution. Pour montrer que les trois vecteurs sont perpendiculaires, il suffit de faire le produit scalaire A scalaire B et B scalaire C. Donc je prends deux vecteurs, je fais leur produit scalaire. Si le produit scalaire est nul, ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires. Commençons par A et B. A scalaire B égale 0. 3 par 2, moins 2 fois 3, ça fait 0. Donc A est perpendiculaire à B. B scalaire C égale 0. Parce que le B déjà, le B n'a pas de composante K. Et C est selon K. Donc C est perpendiculaire au plan XY. Comme C est perpendiculaire à B, donc C est perpendiculaire à A. Les trois vecteurs sont perpendiculaires. Et vous pouvez remarquer que le vecteur A et B sont dans le plan OXY et C est dans le plan et sur l'axe OZ. La surface du parallélogramme formé par les vecteurs A et B est S égale A vectoriel B. Ça a été donné comme propriété au cours. A vectoriel B était, je dispose le vecteur A 3 moins 2 0, le vecteur B 2 3 0, le produit vectoriel. Donc les deux vecteurs se trouvent dans le plan OXY, donc le résultat se trouve selon Z, sur l'axe Z. Donc ça fait, sur l'axe Z, ça fait 9 plus 4, ça fait 13K. Et S est égal au module de AB vectoriel AC, ça veut dire 13. Remarque. Comme les deux vecteurs sont perpendiculaires, il suffit de multiplier les modules des deux vecteurs A et B pour avoir la surface. En effet, vous pouvez calculer le module des deux vecteurs, les multiplier directement puisqu'ils sont perpendiculaires. Donc notre parallélogramme est un carré puisque le module de A est égal au module de B. Solution de l'exercice 9. Toujours la suite donc on nous demande maintenant de calculer le produit mixte. Donc le produit mixte, on a vu au cours que quand on prend trois vecteurs qui ne sont pas parallèles, si on fait leur produit mixte, nous avons le volume. Donc le produit mixte va nous donner le volume constitué par les trois vecteurs. Et comme nous avons déjà le produit vectoriel A vectoriel B, donc il suffit juste de multiplier scalairement par C. Donc on avait montré que A vectoriel B c'était 13K. Scalaire C qui est égal à moins 4K. Donc je fais le produit, je fais le produit mixte et je prends la valeur absolue, c'est 52. Donc le produit mixte, comme c'est le produit mixte peut avoir une valeur positive ou négative, mais si on veut calculer le volume du parallélogramme, on prend la valeur absolue et dans ce cas c'est 52. Exercice numéro 10. Soit le vecteur position U est égal à A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, ou
A et B sont des vecteurs constants non collinéaires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas parallèles. Et oméga, un scalaire constant. On vous demande de calculer U vectoriel du dt et dérivée seconde de U par rapport à dt2 plus oméga carré U. Solution. Donc, on prend le vecteur U, on commence par dériver le vecteur U. U étant A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Donc, il s'écrit en fonction de A et de B. Nous avons du par rapport à dt est égal. Donc, la dérivée de cosinus oméga t, c'est moins oméga sinus oméga t, moins oméga sinus oméga t que multiplie le vecteur A, plus la dérivée par rapport au temps de sinus oméga t, c'est oméga cosinus oméga t multiplié par B. Donc A et B, c'est des vecteurs constants, donc non dérivables. Donc, U vectoriel du dt, on écrit le vecteur U, A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, vectoriel moins oméga A sinus oméga t plus oméga B cosinus oméga t. Donc, on multiplie terme à terme. Donc, A cosinus oméga t vectoriel moins oméga A sinus oméga t égale à 0 parce que nous avons un vecteur, produit vectoriel d'un vecteur par lui-même, donc c'est 0. B sinus oméga t vectoriel oméga B cosinus oméga t égale à 0, la même chose parce que c'est le même vecteur B. Ce qui nous reste donc, il nous reste A cosinus oméga t vectoriel oméga B cosinus oméga t, ça donne oméga cosinus au carré A vectoriel B. Voilà, oméga cosinus au carré oméga t A vectoriel B, moins, donc moins sinus au carré oméga t fois oméga A B vectoriel A, moins oméga sinus au carré oméga t B vectoriel A. Maintenant, comme B vectoriel A, c'est A moins A vectoriel B, donc j'inverse ici, j'écris A vectoriel B, et je multiplie le moins par le moins, ça fait un plus. Ça me donne oméga, je prends oméga en facteur, puisque j'ai oméga ici. Ça me donne cosinus au carré de oméga t plus sinus au carré de oméga t de A vectoriel B. Et ce terme-là, c'est 1. Donc, ça me donne oméga de A vectoriel B. Donc, le produit vectoriel de U par du dt, c'est oméga de A vectoriel B. Deuxième partie. On calcule la dérivée seconde de U par rapport à dt2. Donc la dérivée seconde de U par rapport au temps au carré, c'est la dérivée par rapport au temps de la dérivée de U par rapport à t. Et on a déjà calculé ça. Donc c'est la dérivée par rapport au temps du dt, c'est moins oméga A sinus oméga t plus oméga B cosinus oméga t. Nous avons déjà calculé au du dt. Maintenant la dérivée de ça, donc sinus oméga t, je dérive, ça devient cosinus oméga t. Donc le oméga sort, donc j'aurai oméga carré avec un moins. Donc moins oméga carré cosinus oméga t fois A. Et ici, j'ai le cosinus oméga t que je dérive, ça donne moins oméga sinus oméga t. Donc le oméga carré, je fais sortir. Le moins, je le fais sortir. Il me reste B sinus oméga t. Et A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, c'est U. Donc c'est égal à moins oméga carré U. Donc la somme dérivée seconde de U par rapport à dt2 plus oméga carré U est égale à 0. Exercice numéro 11. Opérateur différentiel du premier ordre. Soit la fonction scalaire donnée en fonction des variables x, y et z. Donc f de x, y, z égale x au carré exponentiel moins x cosinus z plus xy log de z. Donc c'est une fonction à plusieurs variables x, y, z, et le résultat de la fonction est un scalaire, qima adadiya. On nous demande de calculer le gradient de f. Donc, le gradient de f, on va utiliser l'opérateur gradient. Grade de f de x, y, z, c'est égal à df dx, i, plus df dy, j, plus df dz, k. Où df dx est la dérivée de f par rapport à x, df dy est la dérivée de f par rapport à y, et df dz, c'est la dérivée de f par rapport à dz. Quand j'ai une fonction à plusieurs variables,
quand je dérive par rapport à une des variables, je dérive par rapport à x par exemple, lorsque je dérive par rapport à x, je suppose y et z constantes. La même chose lorsque je dérive par rapport à y, je suppose x et z constants, ainsi de suite. Alors, calculons les différentes dérivées. Dérivée de f par rapport à dx, donc, est égal à 2 fois x. Le reste constant. 2 fois x, exponentielle moins y, cosinus z, plus la dérivée de ça par rapport à x, c'est y log de z. Y log de z. Voilà. Deuxième dérivée. Dérivée de f par rapport à y égale. Je dérive par rapport à y, donc le x carré cosinus z reste constant. X carré cosinus z. Et la dérivée de exponentielle moins y, c'est moins exponentielle moins y. Maintenant, la deuxième partie, la dérivée de ça par rapport à y, donc c'est x log de z. X log de z. La dérivée de f par rapport à dz. Donc, x carré exponentiellement y reste constant. Et la dérivée de cos z, c'est moins sinus z. Voilà. Moins sinus z fois x carré exponentiellement y. Et la dérivée de xy log z par rapport à dz, c'est xy. Et la dérivée de log de z, c'est 1 sur z. Donc, c'est xy sur z. Au final, le gradient de f de x, y, z est égal à 2x exponentielle moins y cosinus z plus y log de z i plus moins x carré exponentielle moins y cosinus z plus x log de z j plus moins x carré exponentielle moins y sinus z plus x y sur z k. Voilà. Exercice 12. Soit le vecteur v défini dans le repère à 3 dimensions R de OXYZ par V est égal x au carré YI plus XJ plus ZY carré K. On nous demande de calculer la divergence de V et le rotationnel de V. Première partie. Donc V égale x au carré Y I plus XJ plus ZY carré K. Donc si je dis que V est égal à VXI plus VYJ plus VZK, donc VX c'est x carré Y, Vy c'est x et zy carré c'est vz. Calculons la divergence. Donc la divergence de v c'est le produit scalaire du gradient par le vecteur. C'est égal à dvx dx plus dvy dy plus dvz dz. Donc dvx dx est égal à la dérivée de x carré y par rapport à dx c'est égal à 2xy. dvy dy est égal à la dérivée de Vy qui est x par rapport à dy est égal à 0. Et dvz par rapport à dz est égal à la dérivée de zy carré par rapport à dz égal à y carré. À la fin, nous avons divergence de v est égal à 2xy plus y carré ou bien y facteur de 2x plus y. Et c'est un scalaire. Calculons le rotationnel de v. Le rotationnel de v, c'est l'opérateur gradient produit vectoriel V. Donc l'opérateur gradient produit vectoriel V. Avec V qui est égal à x carré yi plus xj plus zy carré k. Donc pour calculer le rotationnel, on utilise la même technique que pour calculer le produit vectoriel. Donc je dispose les vecteurs de ma base ijk. L'opérateur gradient ddx, ddy, ddz et mon vx, x carré y, vyx et vz, zy carré. Donc, c'est égal. Donc, par rapport à i, donc c'est dérivé de zy carré par rapport à dy moins la dérivée de x par rapport à dz. Par rapport à j, donc c'est la dérivée par rapport à dz de x carré y moins la dérivée de zy carré par rapport à dx. Et par rapport à k, nous avons la dérivée de x par rapport à dx moins la dérivée de x carré y par rapport à dy. Je calcule les différentes dérivées. Donc la dérivée de zy carré par rapport à dy c'est 2yz. La dérivée de x par rapport à dz c'est 0. La dérivée de x carré y par rapport à z, c'est 0. La dérivée de zy carré par rapport à x, c'est 0. La dérivée de x par rapport à x, c'est 1.
Et la dérivée de x carré y par rapport à dy, c'est x carré. À la fin, nous avons le rotationnel de v est égal à 2yzi plus 1 moins x au carré k. Ceci termine notre première série de travaux dirigés dédiés au rappel mathématique. Salam alaikum.